Donc, j'ai le plaisir d'introduire cette première session de l'activité Let's Care de notre réseau Let's Learning Lab. C'est un réseau entre l'Université de Fribourg en Suisse, l'Université d'Alexandrie en Égypte, l'Université Ayel au Liban et l'Université de Sousse en Tunisie. Un Learning Lab est un espace numérique qui va permettre aux enseignants et étudiants de partager leurs pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Nous avons pensé à mettre en place cette activité qui va nous permettre de partager nos idées et nos réflexions par rapport à l'innovation pédagogique. C'est la première session que nous avons conçue. Pour chaque fois, on abordera une thématique. Cette première session est en rapport avec la continuité pédagogique. J'ai le plaisir d'animer conjointement avec mes deux chers collègues, professeur Eric Sanchez, coordinateur et responsable du laboratoire d'innovation pédagogique à l'Université de Fribourg en Suisse, et ma chère collègue, professeur Rada Khayat, responsable et coordinatrice du Centre d'innovation pédagogique à l'Université d'Alexandrie en Égypte, et moi-même, Lilia Chiniti, coordinatrice de la cellule d'innovation pédagogique à l'Université de Sousse, en Tunisie. Nous allons sans plus tarder commencer ce débat. Le scénario de ce débat est le suivant. Nous allons intervenir tous les trois par rapport à un aspect relatif à cette thématique. Et ensuite, nous allons recueillir vos questions. Vous pouvez les poser avec tout plaisir sur le chat. Nous allons noter vos questions et essayer de répondre tout de suite après les interventions. Et voilà, et sans plus tarder, je vais donner la parole à professeur Eric pour commencer sa première intervention en rapport avec l'approche collaborative nécessaire dans un processus de continuité pédagogique. Je demanderai gentiment de mes chers collègues de désactiver leur micro de manière à avoir une bonne qualité de connexion et de partage. Voilà. Oui, merci Lilia, merci pour cette initiative de nous donner l'occasion de présenter ou de partager en public les idées donc autour de cette question de la continuité pédagogique. Alors peut-être on peut me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Eric Sanchez, je suis professeur à l'université de Fribourg. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la question de l'enseignement à distance n'est pas ma spécialité de recherche, pas du tout. Par contre, évidemment, je suis comme la plupart d'entre vous confronté à la situation actuelle qui est où on doit effectivement enseigner en ligne. Et l'idée ici, c'est de partager un peu des réflexions, des idées autour de cette question de la continuité pédagogique et de nos campus, de nos universités qui sont passés en mode distant du point de vue des interactions que l'on a entre nous et aussi avec les étudiants. Alors, j'ai listé cinq idées que j'aimerais peut-être soumettre à la discussion aujourd'hui, qui pourraient faire l'objet de débats. La première idée, c'est d'abord que pour moi, une université, c'est pas juste un lieu où on enseigne. Hein, vous connaissez ce concept de campus. Hein, une université, bien sûr, il y a des salles de cours, il y a des laboratoires de recherche, mais il y a aussi des bibliothèques, il y a des restaurants, il y a des espaces culturels et tous ces lieux au sein de l'université, ce sont des lieux qui permettent l'acculturation au monde académique. Ce sont des lieux qui permettent l'organisation de l'espace et des temps d'apprentissage. On sait qu'on rentre pour 2 heures de cours et puis après on sait que le cours est terminé. Ce sont des lieux aussi qui permettent l'émulation des étudiants. Et tout ça a un petit peu disparu actuellement. Alors on connaît ces campus, leur rôle dans l'innovation en général. Hein. On connaît par exemple le rôle du campus de la Silicon Valley, qui est un espace donc finalement on peut se former, on peut débattre, on peut transmettre, on peut inventer, et puis on peut également lancer de nouvelles expériences. Et tout ça, c'est fait pour finalement imaginer le monde de demain.
Alors, il me semble que nous, dans un premier temps, on a été confrontés à cette urgence de mettre nos enseignements en ligne, mais je pense qu'il faudrait penser de manière maintenant un petit peu plus large et essayer de réfléchir à finalement c'est quoi notre campus en ligne, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Il me semble qu'on a perdu beaucoup de choses et on n'a pas gagné grand-chose parce qu'on n'a pas encore réussi à reproduire en ligne certaines activités qui nous concernent. La deuxième idée, c'est finalement que pour les étudiants, le confinement, pour le confinement, il y a d'autres conséquences que l'impossibilité de se rendre physiquement à l'université. Je pense que en tant que professeur, on est focalisé sur l'activité d'apprentissage de nos étudiants, mais ce sont avant tout des individus qui ont une vie familiale, qui ont peut-être des enfants, qui travaillent. Et qu'est-ce qui se passe actuellement, que ce soit en Suisse ou en Tunisie ou ailleurs? Ben, pour certains, ils ont du matériel informatique qui est obsolète, ils ont des connexions qui sont parfois difficiles, ils sont stressés parce que leurs stages ont été annulés, les perspectives d'emploi ont pu être assombries parce qu'ils se posent la question de savoir est-ce qu'il y aura encore des emplois lorsqu'ils auront leur diplôme. Ils sont peut-être aussi isolés socialement dans des environnements qui ne sont pas très faciles à habiter. Ils ont, pour certains d'entre eux, pour certains d'entre eux retournés dans leur milieu familial, et pour d'autres, il y a des problèmes financiers. Donc, je pense que, et c'est un peu ma deuxième idée qui m'est venue en réfléchissant à ce sujet, je pense qu'il faut aussi qu'on pense maintenant, après cette urgence, donc à prendre en compte l'ensemble des problématiques qui sont vécues par les étudiants, pas seulement la question de mettre nos cours en ligne, mais peut-être regarder la manière dont on pourrait finalement, lorsqu'on conçoit notre enseignement, prendre en compte toutes ces difficultés que rencontrent les étudiants, par exemple en les rassurant, par exemple en leur donnant des orientations claires sur les dates, sur les limites des examens, etc. Je crois qu'il y a besoin de leur donner un peu un cadre clair pour les rassurer dans cette période de stress. La troisième idée qui m'est venue autour de cette réflexion, c'est la question de l'effet diligence. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Quand on a créé les premières automobiles, on les a créées à l'image des diligences. On avait inventé le moteur pour remplacer les chevaux, mais on n'avait pas vraiment remplacé l'architecture de la diligence. C'est-à-dire que concrètement, ça voulait dire que le cocher, enfin plutôt le conducteur, le cocher qui était devenu conducteur, lui, il se retrouvait toujours en hauteur, à l'air libre, à l'avant de la voiture, alors qu'en fait, ce n'était pas nécessaire du tout. Ça se comprend très bien, ça, lorsqu'on a besoin de piloter des chevaux, mais lorsqu'on conduit un véhicule, on n'a pas besoin d'être en hauteur et à l'air libre à l'avant. Donc, c'est un peu pareil, j'ai l'impression, avec le numérique, lorsqu'on passe du présentiel au distant, on risque de se trouver à reproduire ce qui se faisait avant en présence et finalement en le dégradant fortement du point de vue de la qualité parce que les spécificités du numérique ne sont pas prises en compte. On n'a pas été capable, nous, en tant que professeurs, en tant qu'enseignants, donc de finalement regarder ce qui était utilisable avec ces outils numériques. Donc, peut-être cette idée, ça m'amène à souligner une chose, c'est que la digitalisation, la mise à distance, c'est une perte, c'est sûr. On ne voit pas physiquement nos étudiants, on perd des choses, mais il faut aussi, à mon avis, regarder ce qui peut être gagné. Il y a des configurations qui étaient difficiles lorsqu'on était en présence et qui deviennent beaucoup plus faciles lorsqu'on est à distance. Par exemple, faire intervenir un expert dans son cours, par exemple, enseigner avec un très grand nombre d'étudiants. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Et puis il y a un exemple quand même qui est la question de l'évaluation. La question que se pose, enfin quand je parle de l'évaluation, là je parle de l'évaluation certificative, je parle des examens. J'ai l'impression que de nombreux enseignants se posent la question actuellement de
comment reproduire à distance l'examen sur table que les étudiants avaient avant et de manière à ce qu'ils ne trichent pas. En tout cas, c'est ce que je vois auprès de certains de mes collègues à Fribourg, qui ne sont pas spécialistes de ces questions-là et qui découvrent. Mais finalement, la question devrait être posée différemment. La question devrait plutôt être, mais finalement, comment évaluer les connaissances, les compétences de mes étudiants. Donc finalement, peut-être faire le deuil de l'examen qui est surveillé pour imaginer d'autres façons d'évaluer. Bon, on sait qu'il en existe, hein, les QCM avec tirage aléatoire. On peut aussi demander aux étudiants de rédiger des documents qu'ils mettent en ligne. Enfin, il y a des possibilités en ligne, mais peut-être qu'il ne faut pas effectivement essayer de reproduire des choses qui étaient faisables en présence et qui ne le sont plus actuellement. Donc, je pense qu'il y a des opportunités qui sont offertes. On peut travailler maintenant aussi en asynchrone. C'était plus difficile avant. Mais en tout cas, ce qui me semble important pour cette troisième idée, c'est de dire que, il faudrait accepter de faire différemment et en prenant en compte que enseigner à distance, ça se traduit par des pertes, hein, par exemple par le manque d'interaction directe et physique, mais ce qui est important, c'est aussi de mobiliser d'autres opportunités offertes par l'enseignement à distance. La quatrième idée que je voulais aborder avec vous, c'est la question de cette mise à distance dont j'ai l'impression, hein, avec les interactions que j'ai autour de moi avec mes collègues ou ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, c'est que c'est actuellement synonyme d'individualisation. C'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup de travail collaboratif entre étudiants préparés par les enseignants. Et puis, on voit des enseignants aussi qui sont un petit peu isolés, qui travaillent tout seuls et qui font des choses. Et ce qui a été oublié, c'est la partie importante de la mutualisation, hein. J'ai l'impression qu'il y a des dizaines et des dizaines d'enseignants qui se posent la question de comment on enseigne la notion de polymère en chimie, alors qu'en fait, s'ils se mettaient ensemble, peut-être que on pourrait faire une très très chouette vidéo qui expliquerait très bien les choses et que tout le monde pourrait utiliser la même vidéo. Donc là, je pense qu'il y a ce problème-là. Et puis, il y a un problème aussi, à mon avis, de transfert d'expertise. Si on ne travaille pas ensemble, quand quelqu'un sait faire, les autres ne l'apprennent pas. Il le sait tout seul. Et donc, je pense qu'il y aurait besoin de travailler plus ensemble et c'est un peu l'objectif aussi de ces événements qu'on organise au niveau du Learning Lab, c'est justement de permettre du transfert d'expertise. Donc, pour moi, il y a une nécessité dans cette quatrième idée de prendre en compte que l'apprentissage, c'est un phénomène qui résulte d'interactions sociales et il faut penser des solutions aux problèmes individuels, mais qui doivent être aussi trouvés collectivement. Et je vais terminer avec une dernière idée avant de conclure. C'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres personnes que les enseignants qui ont des solutions aux problèmes qui sont actuels. Il y a les personnels techniques qui sont en charge, bien sûr, des plateformes, des outils. Ça, c'est évident. Ça, c'est des personnes qui doivent participer à notre réflexion, à notre effort. Il faut les inclure dans les équipes. Il y a les personnels administratifs, les conseillers aux études qu'on oublie, mais ils ont un rôle d'interaction avec les étudiants. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu actuellement, enfin moi je vois pas leur visibilité, en tout cas dans mon université. Je suis sûr qu'ils font des choses, mais pas de manière concertée avec moi. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a des étudiants eux-mêmes. Là récemment, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les représentants des étudiants pour essayer de trouver avec eux des solutions aux problèmes qu'ils rencontraient. C'était vraiment important parce que j'ai appris des choses sur leurs conditions, leurs inquiétudes, sur ce qu'ils pouvaient faire, sur ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et finalement, on a pu trouver ensemble des solutions. Donc, je pense qu'il faut, et c'est ma cinquième idée, donc l'idée d'apporter une réponse collective et coordonnée au sein de l'université, et puis qui n'est pas uniquement de la responsabilité des professeurs. Donc, si vous voulez, ma conclusion générale par rapport à ces 5 idées, qui sont simplement 5 idées que je pose sur la table, et on pourra éventuellement, mes collègues pourront réagir, ou on pourra les discuter à travers le chat ou de vive voix, c'est que dans un premier temps, il a fallu répondre à l'urgence, et il fallait répondre à une crise, et c'est bien normal qu'on le fasse dans l'urgence. Il faudrait maintenant initier une réflexion qui est une réflexion collective qui permette d'aborder la question avec
avec une approche plus systémique, penser plus globalement, penser campus, penser besoins des étudiants, penser aux autres collègues qui ne sont pas enseignants mais qui travaillent avec nous. Et je pense que justement les Learning Labs, tels qu'on les a pensés dans le projet LETS, hein, qui sont des espaces physiques mais aussi numériques, qui doivent permettre de repenser la manière d'enseigner et d'apprendre, pourraient jouer un grand rôle si justement on utilisait ces Learning Labs pour justement mettre en place une réflexion collective avec d'autres collègues qui auraient de leur côté trouvé des solutions aux problèmes qu'on rencontre, qui me semblent finalement assez partagés. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne voulais pas faire trop long. Ok, merci beaucoup Eric pour ton intervention. On attendra les questions des collègues, on les posera tout de suite après les deux autres interventions. Donc, je passe la parole à ma chère amie Rada pour nous partager avec nous sa réflexion par rapport à la nécessité d'innovation pédagogique dans ce processus de continuité pédagogique. Rada? Merci Lilia, je vais partager mon écran avec vous. Juste un moment. Alors, bonjour chers collègues. J'espère est-ce que mon écran partagé et vous la voyez bien? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Alors, tel que ma très chère Lily, tel qu'elle m'a demandé de parler des approches innovantes pour la continuité pédagogique, alors je vais parler un peu dans le général, mais avec une réflexion sur ma réalité égyptienne que j'ai vécue de très près. En fait, je veux commencer par parler de quelques traits décrivant beaucoup d'enseignements chez nous en Égypte. Alors, c'est vraiment, on est dans le classique, on est dans le présentiel, on est dans le transmissif, on est dans des enseignements qui sont trop consommateurs de temps dans quelques cas. Je fais référence, par exemple, à un seul cours qui est offert de la des cours identiques qui sont dispensés à plus gros. Nous, on est dans un contexte de massification et donc c'est pas vraiment facile d'enseigner des milliers d'étudiants. Donc, on est dans un contexte de répétition parfois. On est motivé par la certification et la prise d'absence. Ça, c'est pour les élèves. Les élèves, ils sont là en classe pour éventuellement la certification et la prise d'absence dans beaucoup de cas, pas la motivation pour apprendre. Nous avons des mauvaises, moi je le diagnostique comme mauvaise méthode et approche d'évaluation. Nous avons dans beaucoup de cas des approches, des ressources insuffisantes. Alors, dans les années, en fait, si moi je fais ce bilan où
je prends une capture de la situation que nous vivons. Aujourd'hui, c'est pas parce que moi, j'en ai pas été consciente avant. En fait, ça fait des années qu'on vit de frustration parce que plusieurs initiatives e-learning depuis 2004, moi j'étais dedans, il y a eu beaucoup de résistance de la part de la majorité des enseignants, une faible infrastructure, un cadre légal et réglementaire qui ne favorise pas vraiment les pratiques innovantes et je peux dire des institutions aussi un peu rigides dans la plupart des cas. Alors, comment procéder après Covid-19 il y a eu une nécessité de mettre à disposition de l'étudiant un contenu avec explication, dans le sens que enseigner, c'est un processus qui est centré sur le professeur et ça, c'est le cas que nous vivons dans la majorité des cas. Et donc, pour que l'étudiant apprenne, il faut que le professeur explique. Chose en fait qui n'est pas trop vraie dans des contextes des contextes de e-learning et dans des contextes d'approches où l'enseignement est centré sur l'apprenant. Alors, il a fallu faire ça et si je donne un matériel qui n'est pas expliqué à un étudiant qui a vécu toute sa vie avec des explications, ça ne va pas fonctionner. Les professeurs ne maîtrisent pas grand-chose en technologie, ça c'est aussi la réalité. Des solutions institutionnelles ne seront pas prêtes du jour au lendemain. Je ne peux pas avoir une plateforme qui va couvrir une université comme l'université d'Alexandrie du jour au lendemain. Nécessité d'avoir donc un contenu, un moyen de communication, une plateforme pour partager le contenu et éventuellement les devoirs, les travaux à remettre. Il a fallu une technologie rapide à trouver et tout cela dans un contexte de massification quand je viens de vous dire. Alors, un contenu était là à partager, une certaine gestion ou partage du contenu, de ce contenu-là à travers une certaine plateforme, peut-être éventuellement de devoirs, comme j'ai dit, et des moyens de communication qui étaient vraiment très, très, très nécessaires. Et moi, je dirais dans l'expérience égyptienne de continuité, ces moyens de communication étaient vraiment la base parce que on a vu des groupes de Telegram, on a vu les groupes de WhatsApp qui prennent de l'ampleur, on a vu aussi les groupes de Facebook qui prennent de l'ampleur et les expériences réussies de la part des enseignants et de la part des étudiants étaient plutôt des expériences Zoom et Teams qui, en quelque sorte, dupliquent la réalité de classe et que quelques experts, par moment, catégorisent comme du face-à-face, du présentiel, parce que nous voyons actuellement dans cette réunion, là où nous sommes. Et donc, si je parle de l'innovation ou les approches innovantes dans la continuité, je peux vous dire que l'innovation, moi, je l'enregistre à 2 niveaux. Innovation dans les décisions rapides. Moi, je trouve que l'Université d'Alexandrie a géré cette crise de façon très, très rapide et innovante. Et je trouve qu'on a injecté aussi de l'innovation dans les pratiques sans vraiment le vouloir ou le savoir, mais ça s'est venu comme ça. Alors, au début, un effort important de formation était important, et ça, c'était de l'innovation, c'était des actions où j'étais personnellement impliquée en former les gens. En fait, jusqu'au couvre-feu, on formait les gens. On était à l'extérieur dans les facultés. Puis, on était très innovants dans l'organisation de formation autour, en fait, des 24 heures, les créations de vidéos. On a fait des formations comme on le fait actuellement, hein, des illustrations en utilisant des outils collaboratifs Teams et Zoom. Il a fallu aussi trouver une technologie accessible et je partage avec vous le fait que Google Classroom a réussi par excellence. Google, la technologie agile, user-friendly et tout. Et moi, je trouve qu'une décision rapide et innovante, même
quelque chose qu'on a vraiment recommandé dans plusieurs réunions institutionnelles, c'est l'organisation en équipe pédagogique. Et moi, je trouve pour assurer la continuité, comme nous avons dans plusieurs facultés des professeurs d'un certain âge, pour eux, en fait, juste avoir leur cours sur Google Classroom, c'est l'enfer. Et donc, on a dit que les assistants doivent travailler avec leurs professeurs pour faire ça. Ça, c'est une idée vraiment que je trouve géniale et c'est un gain important. Parce que souvent, on travaille très isolé. Moi, j'ai constaté que dans quelques cours, dans quelques pratiques d'enseignement, le professeur même ne coordonne pas avec son assistant dans les travaux pratiques. Il est détenteur de savoir, maître, tout ce qu'il dit dans le cours, c'est important, et les TD sont d'une importance moindre. Alors, former des équipes pédagogiques, juste, en fait, l'objectif n'était pas de former des équipes pédagogiques. L'objectif était d'aider le professeur qui n'a pas les compétences informatiques juste pour mettre en ligne son contenu. Mais ça a résulté, en fait, moi je trouve ça, j'analyse ça comme ça a résulté en un gain très important. Aussi, l'utilisation des outils collaboratifs pour reproduire le présentiel était quelque chose recommandé et qui a fonctionné très bien. Pourquoi Google Classroom et pourquoi on a fait ça? Parce que nous avons une instance Moodle à l'Université d'Alexandrie qui ne peut pas soutenir en fait toute l'université dans la période où nous sommes. Alors, la relève, c'était pour Google. Quelques traits d'innovation. Moi, si je parlais de l'innovation au niveau de la décision, alors j'ai dit, bon, formation était une partie de la décision, les choix des technologies accessibles étaient une partie de la décision, la formation des équipes pédagogiques était une partie de décision. Maintenant, je passe à l'innovation au niveau de la pratique d'enseignement et d'apprentissage même. Moi, je trouve un trait très important, comme je souffre d'une frustration depuis l'année 2004, alors je trouve que l'utilisation d'une technologie, quelle que soit cette technologie, c'est un gain très important. C'est-à-dire que nous avons franchi des étapes, en fait, des étapes que nous aurions fait dans plusieurs années de formation pour arriver à cette étape-là. Et moi, j'en suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup, Covid-19. On a eu aussi une petite indépendance, pas une grande, mais quand même une indépendance académique de la part des étudiants. Ils sont devenus plus autonomes. On a eu des pratiques de classe inversée forcées parce que les étudiants qui ne sont pas d'habitude disciplinés, moi, je leur donne leur cours et je le rencontre au moment, en fait, de mon calendrier, de mon emploi de temps naturel. Ils me disent, madame, on n'a pas eu le temps d'écouter votre enregistrement et le cours. Alors, je dis, bon, vous l'écoutez plus tard. Et la semaine prochaine, on va en discuter. Alors, on a eu des classes inversées sans le vouloir. Ça, c'est très important. Et une chose très importante, peut-être moi, j'aurais une vision un peu différente de celle de mon cher collègue Eric, c'est que il a dit que les professeurs parlent ensemble, ils partagent ensemble, et nous, en étant loin, on ne le fait pas. Mais moi, je vous dis que l'enregistrement et l'utilisation des moyens tels que YouTube, parce que nous, en Égypte, on a un contexte vraiment de massification, moi, je trouve vraiment que ça a donné une possibilité de collaboration. Et je m'explique. Moi, je travaille dans ma faculté depuis 11 ans déjà avec des collègues que j'ai jamais écouté parler dans une réunion, ni dans un colloque, ni dans une salle de classe. Ça arrive parce que moi, je ne parle pas avec tout le monde. Il y a des gens avec qui je travaille et d'autres non. Et moi, avec ces enregistrements, il y a la belle trace. J'ai vu mes collègues, j'ai écouté les cours de mes collègues et j'ai pu en fait formuler une idée de leur point de vue sur quelques matières, sur quelques contenus, leurs approches pédagogiques. Et ça, vraiment,
ça m'a permis aussi une collaboration parce que là, en voyant Manal Kordi enseigner X, Y, Z, je me dis, ah, mais celle-là, elle raconte des choses intéressantes, on peut éventuellement collaborer sur ça, bon, et ainsi de suite. Sans vraiment insister sur le fait que le numérique permet le traçage aussi. Alors, il y a la trace de ce que nous avons fait et pas seulement les constats de RAID sont importants, peut-être un effort d'analyse importante peut se faire sur tout ce qui est enregistré et pour lequel on détient la trace. Chose très importante aussi que je trouve innovant, et ça c'est sur le plan pédagogique ainsi que sur le plan institutionnel décisionnel, c'est la reconnaissance de l'activité. Parce que si je reste à la maison travailler pour la loi et pour les règlements, moi, je ne travaille pas. Et donc, je n'ai pas le droit d'être récompensé pour ce travail-là. Maintenant, tout le monde maintenant reconnaît qu'une activité qui ajoute de la valeur se fait de façon distancielle. Et ça, je trouve vraiment, c'est très important et on ne peut pas reculer. Maintenant, je pense que l'année prochaine, après Covid-19, si je suis en Suisse un jour et je veux donner mon cours à distance, tout le monde va reconnaître que c'est un cours et moi, je ne vais pas faire un rattrapage. Et ça, c'est un gain très important. Un trait innovant très important aussi dans les pratiques, ce sont les examens. Aujourd'hui même, nous étions en train de prendre les décisions pour les envoyer au conseil de faculté, comment on va faire les examens. Et jamais de la vie, j'aurais pensé que je pourrais faire un examen open book pour mes étudiants de premier cycle. Et ça, vraiment, c'est une chose dont je suis fière. On a pensé numérique aussi. On était une équipe pédagogique qui travaille sur un cours d'intelligence artificielle. Et mon collègue, il insiste et dit jamais de courte réponse. Il faut vraiment de problèmes à résoudre. Et là, et puis je dis, mais excusez-moi, moi, je ne vais pas corriger tout ça parce qu'on voulait trouver une solution. Et en fin de compte, on trouve que Microsoft Forms nous permet d'avoir des langues textes, pas seulement. Et on a dit, bon, c'est de la discipline, on va demander aux étudiants de faire la résolution de ces problèmes-là et de rentrer le texte en numérique, complètement numérique, et on va le corriger plus tard correctement dans des fichiers bien ordonnés, bien identifiés par le nom des élèves et tout ça. Alors, vraiment, c'est quelques traits que je trouve très, très innovants et qui représentent beaucoup de gains. Mais je trouve aussi que nous avons eu quelques pertes. Les pertes, je dirais les pertes sociales, on n'a pas eu beaucoup parce que on a toujours un complément Teams Zoom. Et ça va. Et même avec le confinement, on fait des réunions présentielles par moment. Ça, c'est pas un problème. Je pense que les Égyptiens aussi, avec le contexte où nous avons vraiment des contacts sociaux très forts, des contacts sociaux très forts, pardon, je trouve que nous avons une bonne réserve de relations sociales et d'interactions sociales qu'on peut bâtir dessus, même si on est loin, si on travaille loin. Mais moi, je trouve une perte très importante, peut-être ça relève de ma spécialité, c'est que nous avons vécu une fuite de données très importante. Et moi, je me dis, je rêve et je dis, mais si nous étions déjà sur les plateformes d'enseignement à distance, si on était déjà sur un vrai LMS institutionnel, on aurait vraiment capté toutes les données relatives à notre processus d'apprentissage, qui est vraiment notre cœur de métier, que nous devons travailler dessus pour améliorer notre performance comme université. Mais disons que c'est une alerte très importante et je pense, comme j'ai dit, il y a
quelques secondes. On ne va pas revenir en arrière. Je pense que ce n'est que le début et on va continuer. Profitant de cette expérience, moi je dis merci beaucoup à Covid-19 d'abord et je vous dis aussi merci beaucoup pour votre attention et je cède la parole à ma chère Lilia. Merci Lilia pour l'initiative et ce n'est que le premier Let's Share dans une série d'ateliers où nous aurons le plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Rada. Sans plus tarder, moi, je vais aborder la troisième question que nous proposons de débattre au niveau de cette première session et qui est relative à l'accompagnement, à la nécessité de l'accompagnement des étudiants et des enseignants. Je vais partager ma présentation. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Il va arriver tout à l'heure. Il était en train de s'afficher, pas encore. Voilà. Oui, il est bon. clair. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Parfait. Donc, je mettrai mode diaporama. Très bien. Donc, je parlerai de l'accompagnement des enseignants et des étudiants. Donc, je commencerai par reprendre ce triangle pédagogique qui est composé principalement de trois sommets, donc du formateur, de l'enseignant ou l'enseignant, l'apprenant et le contenu. J'ai repris donc ce schéma d'une publication où au niveau présentiel, nous avons un partage de contenu entre le cours proprement dit et le formateur. Et il y a l'apprenant qui est invité à mettre en pratique donc ses connaissances. Et puis, il y a les échanges qui vont se dérouler entre l'apprenant et le formateur. Maintenant, si on passe dans un modèle distanciel, donc il y a une mise en ligne des ressources, il y a une utilisation des outils tels que le forum ou le chat pour communiquer et il y a finalement donc une mise en pratique des connaissances à travers la réalisation d'un certain nombre d'activités et donc le dépôt des travaux de la part des apprenants. La question qu'on se pose, c'est quelle est la nécessité de l'accompagnement, pourquoi on a besoin d'accompagnement en quelque sorte pour l'enseignant et pour l'apprenant. Commençons par les enseignants. On regarde un tout petit peu ce qui s'est passé durant les dernières semaines, on voit un certain nombre de problèmes. D'abord, on voit que plusieurs de nos chers collègues ne disposent pas de compétences très solides en technologie de l'information et de la communication, ne maîtrisent pas les outils numériques pour l'enseignement et en particulier une plateforme. Et on a constaté également une certaine réticence par rapport à l'enseignement à distance de la part de certains enseignants. Pour cela, nous estimons que le besoin par rapport à ce problème, c'est de les inviter à découvrir et à maîtriser en quelque sorte les fonctionnalités des outils et en particulier des plateformes d'enseignement à distance. D'un autre côté, nous avons constaté d'autres problèmes. D'abord, il y a une grande diversité d'outils et une difficulté de choix de ces outils, tel que ça a été évoqué également par Eric lors de son intervention. Il y a une certaine tendance de reproduire ce qu'on fait en présentiel en ligne. Ceci a été constaté par une grande utilisation des outils de visio. Plusieurs de mes collègues ont utilisé ces outils pour faire leurs cours comme s'ils faisaient leurs cours dans un amphi, donc faire défiler leur présentation en PowerPoint, expliquer le cours et recevoir les questions de leurs apprenants. Donc, en quelque sorte, on voit qu'il y a une reprise du modèle transmissif en ligne. Soit on fait le cours à travers un outil visio, soit on met tout simplement des ressources pédagogiques sous forme de PDF ou de PowerPoint sans qu'il y ait vraiment un tutorat derrière. Et ce qui a déclenché un besoin de pouvoir inviter nos chers collègues à concevoir réellement des scénarios d'enseignement en ligne, à bien structurer leurs scénarios d'enseignement en ligne. Pour cela, je vais très rapidement partager avec vous la manière avec laquelle nous avons procédé au niveau de mon université, l'université de Sousse en Tunisie, le dispositif d'accompagnement pour les enseignants.
D'abord, nous avons été soutenus pour mettre en place ce dispositif par l'Université virtuelle de Tunis qui coordonne les activités d'enseignement numérique à l'échelle tunisienne, à l'échelle du pays. Donc, d'abord, il y a eu 3 sessions de formation en ligne qui ont été déployées durant les dernières semaines. Ces sessions se sont basées sur un réseau de correspondants e-learning, ce sont les référents des établissements rattachés à l'université, et ce réseau a été coordonné par un formateur principal de l'université virtuelle, et l'objectif de ces sessions était principalement d'inviter nos chers collègues à maîtriser les fonctionnalités d'une plateforme d'enseignement à distance, les fonctionnalités de base, et à mettre en ligne leurs ressources. Ensuite, nous avons procédé à orienter et à apporter un certain soutien à nos chers collègues par rapport au choix des outils. Nous avons également facilité, en coordination avec l'université virtuelle, l'accès à la plateforme et l'inscription des étudiants sur la plateforme. Mais ce qui est également intéressant et innovant, c'est que nous avons créé une sorte, en fait, elle s'est créée naturellement, une communauté d'entraide entre les enseignants par rapport aux outils numériques et par rapport aux ressources nécessaires pour mener un enseignement en ligne. Il y a eu un grand partage des ressources, de vidéos, de recommandations par rapport au partage. Maintenant, si on regarde du côté des étudiants, on constate également un certain nombre de problèmes, tel que ça a été également évoqué par mes 2 chers collègues Rada et Eric. Il y a l'éloignement physique des universités qui a posé problème, le manque de moyens constaté chez plusieurs de nos étudiants, plusieurs ne disposent pas de PC et également un manque nous avons constaté un manque dans les compétences en technologie de l'information et de la communication, et nous avons observé chez beaucoup d'étudiants une réticence par rapport à ce nouveau mode d'enseignement. Les besoins par rapport à ces points seraient principalement également de leur faire découvrir les fonctionnalités de ces outils et de ces plateformes et de faciliter, de trouver les solutions nécessaires pour leur faciliter l'accès à Internet et l'acquisition des PC. Des efforts sont déployés à l'échelle de plusieurs universités et à l'échelle du pays par rapport à dans ce sens. Ensuite, nous avons constaté un certain nombre de problèmes. D'abord, un manque d'autonomie face aux outils numériques. Je pense que ceci est en rapport avec ils ont l'habitude en fait d'apprendre d'une certaine manière. Et ce changement a créé une certaine difficulté d'adaptation. Et en plus, nous avons constaté qu'ils ont été submergés par le nombre de ressources qui ont été partagées, un éclatement de modalités de transmission, et puis une diversité de demandes de la part de leurs enseignants. Et à ce stade, nous pensons que les besoins seraient d'abord d'orienter justement les apprenants par rapport à leur méthode d'apprentissage, comment ils doivent apprendre en ligne, privilégier, j'insisterai sur ce point, privilégier le modèle asynchrone, parce que ce modèle crée une grande flexibilité chez les apprenants et chez les enseignants, et privilégier la collaboration parce qu'à travers la collaboration, on pourrait devenir plus fort. En fait, on va partager, on va pouvoir résoudre très rapidement les problèmes qu'on va rencontrer. Je pense qu'à ce stade, plus que jamais, nous avons besoin des fonctions d'un enseignant en ligne ou d'un tuteur en ligne. Nous avons besoin de cette fonction pédagogique qui va recommander aux apprenants les ressources nécessaires pour apprendre. Nous avons besoin de la fonction d'évaluation pour permettre d'évaluer même d'une manière formative, c'est-à-dire que l'évaluation ne va pas être comptabilisée dans la note finale, mais qui va donner un feedback à l'apprenant sur la manière avec laquelle il est en train de progresser dans le processus d'apprentissage. Nous avons besoin que le tuteur joue son rôle organisationnel, c'est-à-dire bien structurer les ressources, bien structurer son scénario d'enseignement. Nous avons besoin de la fonction métacognitive qui va inviter les apprenants à réfléchir sur leur méthode d'enseignement, d'apprentissage. Nous avons besoin de la fonction socio-motivationnelle et c'est la fonction, à mon avis, la plus importante parce qu'elle va garantir l'engagement des apprenants dans ce processus d'apprentissage. Et nous avons besoin de la fonction technique qui va examiner la situation de chaque apprenant. Est-ce qu'il dispose réellement du matériel pour pouvoir suivre cet enseignement en ligne? Pour finir mon intervention, je dirais
Actuellement, dans ce dispositif d'accompagnement, nous sommes dans une logique de formation accélérée, de formation d'urgence d'enseignement en ligne. Ce que nous avons pu mettre en place durant les dernières semaines, nous aurons pris plusieurs années pour le mettre en place. Nous n'avons jamais imaginé qu'au cours de quelques semaines, on peut tout mettre en place ou faire basculer certains enseignements dans un mode en ligne. Mais il y a un certain nombre de défis à garantir. D'abord, il faudrait assurer un enseignement de qualité. Il ne suffit pas de partager un simple support de cours ou un simple contenu à consulter, mais il faut garantir que les objectifs d'apprentissage soient atteints par nos apprenants. Il faut maintenir également l'engagement de tous les acteurs, les apprenants et les enseignants, mais également des institutions qui vont en fait accompagner tout ce processus. Et je pense qu'il faudrait maintenir dans cette adhésion au numérique cette innovation et cet aspect innovant d'introduction des approches pédagogiques innovantes. Voilà, je m'arrête ici par rapport à mon intervention. Oui. Continue, Lily, on t'entend. Vas-y, continue. Très bien. Très bien. Donc maintenant, on va voir s'il y a des questions de la part des collègues auxquelles on va répondre. Et après, je demanderai à Eric s'il pourrait synthétiser un peu les réflexions qui ont été donc partagées maintenant. Donc, j'ai noté quelques questions ou quelques réflexions. Je commencerai par une première réflexion de la part de notre collègue INSAF qui, je lirai son message, appelle à réflexion. Les enseignants ont mis en ligne leurs cours dans la hâte pour sauver l'année universitaire. Il faut capitaliser sur cet élan et œuvrer pour introduire la culture de l'innovation pédagogique. Les Learning Labs ont un rôle très important à jouer dans cette transition. C'est une réflexion et je pense, à mon avis, je pense que c'est important donc justement de réfléchir sur l'introduction des approches pédagogiques innovantes dans nos enseignements. Je ne sais pas si Rada et Eric, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce point? En fait, Lilia et Wajdi viennent de dire comment on va faire un bon retour d'expérience sur ce que nous avons vécu ces derniers jours. Et là, tout de suite, en fait, j'ai répondu dans les commentaires, mais je pense, peut-être Eric pourrait confirmer, je pense un rôle important de notre réseau LEDS, de nos Learning Labs, et de produire une publication. En fait, ça peut être un papier, ça peut être un guide, ça peut être un petit bouquin qui, en fait, documente toute cette expérience-là, au moins par nos vécus et nos points de vue, pour sortir, en fait, avec des modèles, avec des recommandations que certaines institutions d'enseignement pourront suivre. Je pense que ça, c'est très important et ça répond en fait à le point que tu as évoqué et en même temps à la remarque de West. Très bien. Je continue une deuxième question. C'est une question en fait à toi, Rada, de la part de Elsa. Dans quelle mesure est-ce que tu penses que la gestion innovante de cette crise permettra de faire évoluer les relations et interactions au sein de l'université? Tu dirais que les assistants ont été mobilisés pour aider les professeurs. Je pense que cela peut amener à faire évoluer les relations et favoriser les interactions. En fait, Elsa, moi, je trouve vraiment ce que j'ai remarqué et je trouve important parce que le fait d'avoir dévoilé nos pratiques pédagogiques, si on veut, dévoiler si c'est le bon terme, mais en fait, on connaît plus ce que font les autres. Et donc, ça va créer simplement une discussion au retour dans nos bureaux qui va peut-être déboucher sur des collaborations en co-enseignement, co-teaching. Ça, c'est une chose, parce que c'était refusé par plusieurs. Je te donne un exemple pratique. Moi, dans un cours que j'enseigne avec deux autres collègues,
on va pas vraiment, où nous avions l'habitude de rentrer en 3 classes, on va pas faire ça maintenant dans la crise. Et donc, on a fait une certaine mutualisation, on a décidé de ce qu'on va enregistrer, on a divisé les tâches d'enregistrement et on a fait une seule batterie de vidéos qui est partagée par tous les étudiants des 3 collègues. Alors ça, c'est une chose que moi, j'aurais pas pensé faire avant cette crise. Et ces mêmes collègues qui partagent au niveau enseignement maintenant, ils peuvent par la suite partager pour faire des collaborations autour de recherche ou des actions à l'intérieur de leurs institutions. C'est comme ça que je vois les choses et puis, en fait, le temps va confirmer ça. Très bien. Merci. Il y a eu une autre réflexion partagée par Luz Hernandez. Effectivement, cette situation apparue subitement dans la vie de plusieurs enseignants oblige à repenser toute une série d'aspects qu'en temps normal, avec un agenda bien rempli. On n'aurait pas eu le temps de repenser. Je pense que oui, effectivement, c'est cette situation avec le temps qui nous a été alloué, nous a permis justement de bien repenser beaucoup de nos pratiques. Une question maintenant de la part de Kérim. Quel niveau d'acceptation par les étudiants de ces méthodes et comment mesurer l'impact sur leur progression? Je vous invite, mes chers collègues, peut-être à partager vos réflexions par rapport à cette question. Quel est le niveau d'acceptation des étudiants de toutes ces méthodes d'enseignement et comment on pourrait mesurer l'impact de cela? Oui, je peux dire un mot peut-être, si tu veux, Oui, Lilia. oui. Cette question va un petit peu dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure. Pour moi, avant de mesurer l'impact, je pense qu'il faudrait associer les étudiants de manière à co-construire avec eux les solutions qui sont mises en place, de manière à avoir un peu une approche de type on va dire user experience ou une approche où on va prendre en tout cas le point de vue de la personne qui est directement concernée par le dispositif qui est mis en place, de manière à pouvoir construire un environnement qui soit pertinent. Après, je pense qu'effectivement, la question de l'évaluation des conséquences, elle est extrêmement importante. Je pense qu'il faut qu'on mesure un petit peu ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, du côté des étudiants, mais il y a aussi d'autres, vous les avez signalés dans vos interventions. Il y a aussi la question du côté des changements, peut-être, des relations au sein des institutions, de la manière dont les enseignants fonctionnent, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées, me semble-t-il, avec cette expérience. Mais aussi, j'allais dire, donnons-nous le temps. Hein. Vous avez signalé quand même qu'on était dans une phase où on était à répondre à une urgence. Et je pense que on peut pas non plus. Enfin, la médecine d'urgence, il faut l'évaluer, hein, ça c'est sûr. On peut savoir si ça fonctionne, mais on n'est pas dans ce domaine-là, nous. Hein. On est dans un domaine où on a mis en place des choses qui sont souvent du bricolage. Il ne faudrait pas qu'ensuite ça nous soit peut-être revienne comme un boomerang en disant finalement ça marche pas votre affaire. On voit bien que on a eu plein d'échecs cette année, etc. Peut-être que oui, on va avoir des échecs. Hein. C'est possible qu'on ait du décrochage en licence, c'est possible, mais je dirais que peut-être ces échecs ils sont liés au fait que les choses qui ont été mises en place, sauf cas très particuliers ou d'institutions qui étaient bien préparées ou de collègues qui étaient bien préparés, ont été mises en place dans l'urgence. Donc, faisons attention aussi à ne pas donner les fouets pour nous battre. Hein. On a ici fait pour beaucoup d'entre nous ce qu'on a pu à un moment donné. Mais je retiens quand même qu'effectivement, c'est important d'évaluer les effets de ce qui a été mis en place. Très bien, merci Eric. En fait, dans le même sens de la question précédente, donc il y a une réflexion de la part de Maï, puisqu'il y a pas mal de temps qui s'est écoulé dans cette méthode de e-learning, serait-il possible de faire une sorte de questionnaire pour avoir une idée sur la vie des étudiants en ce qui concerne le déroulement de ce qui a déjà eu lieu? Donc, recueillir le feedback à travers des questionnaires. Est-ce que c'est le seul moyen de le faire ou on peut le faire autrement?
Mais ma proposition, elle est dans ce sens-là, justement, de dire c'est pas la seule façon de faire. Je pense que les questionnaires seraient intéressants. Je pense qu'il faut qu'on ait un retour des étudiants, effectivement, mais je vois plus une approche justement qui les inclut dans la conception de la solution. Hein, et ça me semble plus intéressant que de faire un questionnaire a posteriori, même si le questionnaire il aura de la valeur, parce qu'effectivement, ça nous permettra de voir effectivement. Je pense qu'on a, nous, en tant qu'enseignants, une assez mauvaise représentation de ce que font réellement nos étudiants, de ce qu'ils peuvent faire. Et donc, tout retour d'expérience, il est bienvenu parce que ça va nous permettre de faire des choses qui sont mieux adaptées. Très bien. Une autre question très intéressante de la part de Elsa. C'est intéressant car du côté d'Alexandrie, Gada souligne un rapprochement entre les individus, collaboration assistant-prof, visibilité des pratiques. Alors que du côté de Fribourg, tel que souligné par Eric soulignait une individualisation du travail. À votre avis, est-ce qu'on peut analyser ces différences en lien avec les contextes, Égypte et Suisse? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une différence dans la lecture des situations et dans les dimensions qu'on discute? Donc, est-ce que le contexte joue vraiment un rôle dans les solutions proposées? C'est une très bonne réflexion, en fait. Bon, c'est vrai que la question, elle a été posée aux universités égyptiennes et suisses, mais je pense du côté de la Tunisie, je pense que le contexte joue un rôle parce que le contexte a ses propres paramètres et qui pourraient impacter justement la prise de décision par rapport à certains problèmes, les choix utilisés par rapport soit aux outils, soit aux pratiques, soit aux dispositifs à mettre en place. Je suis d'accord, complètement d'accord. Moi, je voudrais peut-être pas laisser croire que à Fribourg, tous les enseignants ont travaillé de manière individuelle et déconnectée les uns des autres. C'est simplement plutôt une impression générale qui n'est pas basée sur des données objectives. Mais en tout cas, j'ai pas vu une visibilisation de ces travaux. Peut-être qu'on la voit chez vous, parce que justement, il y a ces cellules d'innovation qui sont chargées d'accompagner les enseignants et qui, à un moment, ont travaillé vraiment sur cette question spécifique et qu'on n'a peut-être pas vu effectivement à Fribourg. Je partage avec vous, je lis à haute voix certaines réflexions. Donc, ma collègue Mounira évoque que l'urgence numéro 1 serait la sensibilisation, la formation et l'implication de tous les enseignants dans ce processus de continuité pédagogique. Et mon collègue Monsef indique qu'un certain nombre d'indicateurs pourraient nous donner un feedback sur la manière avec laquelle ce processus est vraiment en marche, tel que par exemple le taux de présence et l'évaluation des activités et des projets. Donc, ce sont des choses qui vont nous permettre de juger est-ce que vraiment ce processus fonctionne réellement ou non. Voilà. Donc, je regarde encore s'il y a des questions. Sinon… Il y a deux questions, Lilia, que tu n'as pas… En fait… Tu as noté des questions? Oui, s'il te plaît. J'ai noté deux questions. En fait, les questions, je pense on peut répondre aux deux questions en même temps. L'une, c'est de professeur Rojdi Zahran. Rada, il y a une question qui s'impose vraiment à nos collègues, mais aussi de votre expérience. Comment suivre en ligne les étudiants en cours d'examen et s'assurer de leur identité? Professeur Hanan Attara, elle a posé une question pareille. Elle a dit si les examens sont annulés et on veut vraiment faire des examens, comment on va gérer cela? Je trouve pas ça dans le chat maintenant. Je vais le chercher et le relire. Mais je pense que c'est dans les mêmes… oui, Reda, comme les examens sont annulés et si la crise continue, quelle est, dans votre opinion, la solution rapide pour les examens avec des problèmes d'infrastructure? Alors, professeur Zahran évoque le fait que les étudiants doivent être surveillés, alors que professeur Attara évoque le fait que
l'infrastructure ne pourra pas peut-être nous permettre de le faire. Moi, je dirais quelques réflexions, Lilia. Après, je vous donne, Lilia et Eric, la parole pour continuer si vous voulez. Alors, premièrement, pour l'infrastructure, je pense que les solutions cloud ne posent pas vraiment de problème. Et je pense que, étant en ligne, on peut avoir beaucoup de programmation d'examen. C'est-à-dire aussi une chose qui me rend malade, c'est la fuite de données que j'ai évoquée tout à l'heure. Parce que nous, à travers les années, nous n'avons pas réussi à produire vraiment des banques de données, de banques de questions. Alors que c'était des projets qui étaient soutenus par le ministère, mais on n'a pas vraiment réussi dans ça. Et donc, on n'a pas beaucoup de questions qui permettent de faire le tri et les générations de façon aléatoire et faire plusieurs instances d'un même examen. Mais moi, je dis, si nous avons des milliers d'étudiants, on peut faire plusieurs séances d'examen si nous avons vraiment un nombre suffisant de questions. Pour l'infrastructure, bon, si nous avons une bonne infrastructure cloud qui héberge notre learning management system, on peut faire ça à travers le cloud, je pense, sans problème. L'infrastructure, c'est l'infrastructure locale qu'on gère peut-être à l'université. Moi, j'ai fait un petit test la semaine dernière pour ma promotion de 4e année à la faculté. J'ai administré un examen sur Microsoft Forms et ça a fonctionné très, très bien. Pour les comptes institutionnels, ils permettent 50 000 réponses. Alors, si je gère 50 000 étudiants, les 50 000 étudiants peuvent répondre au formulaire qui représente l'examen. Alors, je pense que l'infrastructure n'est pas vraiment ici le problème. Le premier problème pour moi, ce serait les banques de questions. Et si on enregistre, si on garde la trace, on ne va pas perdre beaucoup des choses auxquelles nous avons réfléchi, qui figuraient sur nos examens et que nous avons perdues aujourd'hui. Alors, ça répond à la première partie du professeur Attara. Pour professeur Zahran, proctoring the exam. Pourquoi suivre les examens ou les surveiller? En fait, il y a beaucoup de technologies qui existent aujourd'hui. Les noms m'échappent, mais je pense que l'Académie arabe vient d'acheter une technologie. Ce sont les technologies qui sont utilisées par les certificating bodies, par exemple Ahmed East, les Project Management Institute, tout ça. Ils permettent les gens de faire les examens à distance en déclenchant le caméra, en faisant ça en mode de safe browsing pour ne pas ouvrir d'autres onglets. Et bon, c'est une solution technologique, c'est tout. Mais sortant de cette solution technologique, peut-être Lilia connaît quelques technologies de surveillance. Moi, je sors à un point fondamental, vers un point fondamental, c'est que moi, j'aimerais arriver au moment où je n'ai pas besoin de surveiller un examen à distance. Parce que je ne peux pas évaluer un étudiant qui va répondre aux exigences de la société moderne d'aujourd'hui avec quelques examens que je vais faire à distance, courtes questions et tout ça. Je pense que le mot-clé ici, c'est l'évaluation continue. Et si vraiment il y a un bon suivi et un bon mentoring, un bon tutorat entre l'équipe pédagogique et l'apprenant, on va l'évaluer par ses devoirs, par des quiz au cours de l'année. Moi, je parle de steady state maintenant. Je parle dans le stable après la crise, dans les quiz qu'on va faire autour de l'année. Peut-être un petit examen en ligne, oui. Un projet, un take-home exam. Et tout ça, ça va rentrer dans son gradebook si je suis sur son LMS. Et ça va vraiment donner une vraie évaluation de cet apprenant-là. Voilà ma réflexion et je cède la parole à ma chère collègue et mon cher collègue Eric. Merci.
Très bien, merci Rada. On avait prévu en fait de rester maximum 45 minutes. On essayera de clôturer d'ici 2-3 minutes maximum. Juste pour apporter quelques petites réflexions par rapport aux toutes dernières questions. Donc, juste un petit mot par rapport à l'évaluation. Moi, je pars du principe que l'évaluation… Bon, en Tunisie, pour le moment, on a prévu que l'évaluation serait en présentiel. Donc, Inch'Allah, ça sera réalisé de cette manière-là. Mais je dirais que pour l'évaluation, je dirais qu'il faudrait combiner le maximum d'outils et de manières d'évaluer. C'est-à-dire que l'apprenant ne devrait pas avoir une seule note. C'est-à-dire combiner différentes modalités, différents modes d'évaluation, lui donner plusieurs travaux tout au long d'un processus continu d'évaluation, ce qui permettra d'obtenir une note finale par rapport à son travail. Ceci permettra d'éviter les problèmes d'authentification, etc. Si on donne beaucoup de travaux et on peut paramétrer ça également sur les plateformes par rapport au temps alloué, etc. Ça permettra justement d'attribuer une note juste pour l'apprenant. Juste une dernière réflexion que j'ai notée. Mon collègue Bayrem pose la question par rapport à l'abandon des étudiants et sur comment on pourrait faire face à l'abandon des étudiants. C'est un vrai problème parce que c'est par rapport aux problèmes évoqués tout à l'heure, par rapport à leur réticence à l'enseignement à distance, par rapport à leur manque de moyens. Il faut d'abord trouver des solutions par rapport à ce manque de moyens et il faut jouer le rôle socio-motivationnel, essayer de faciliter l'accès à l'information et insister sur la flexibilité dans la remise des travaux et sur le modèle asynchrone. J'insisterai sur le modèle asynchrone parce que le modèle synchrone crée beaucoup de stress chez les apprenants parce qu'ils vont penser, s'ils ont raté cette réunion synchrone, ils ont raté le cours, ils ne peuvent plus suivre. Alors que s'ils ont la possibilité même de poser leurs questions sur le forum et d'avoir un suivi par rapport à cela, je pense que ça pourrait peut-être diminuer un peu le taux d'abandon. Si vous permettez, chers collègues, on prendra les questions qui ont été postées après et on répondra même en partageant cette vidéo et on essaiera d'apporter certaines clarifications si vous voulez. J'invite Eric à synthétiser un tout petit peu ce qui a été discuté et après Rada à donner un peu les perspectives par rapport aux prochaines thématiques et par rapport aux prochaines activités. Voilà. Merci Lilia. Oui, alors je ne sais pas si ça sera une synthèse, mais ça sera peut-être les mots-clés que moi j'ai attrapés en vous écoutant et à travers les questions qui ont été posées, qui me semblent peut-être les mots-clés importants à prendre en compte et qui permettraient ensuite de problématiser les choses. Bon, le premier, je crois que c'est le mot-clé urgence. C'est ce que vous avez, c'est ce qu'on a tous souligné dans nos retours d'expérience, c'est la nécessité de sauver cette année, le fait qu'on n'était pas forcément préparé à la situation, enfin en tout cas pas tous, mais quand même malgré tout avec une certaine réussite. J'ai pas entendu dans vos présentations de l'accablement ou des mots qui diraient que finalement tout était raté, que rien ne fonctionnait. Une certaine réussite qui me semble liée aussi à un investissement de vous-même et de tous nos collègues qui sont investis dans les cours en ligne actuellement. Le deuxième mot-clé, ça pourrait être le mot-clé collaboration ou communauté. J'ai l'impression que les réussites sont liées à ces mises en place de collaboration, de communauté que vous avez évoquées toutes les deux. Alors, par exemple, les collaborations que vous avez évoquées entre les enseignants, la visibilisation des cours, par exemple, qui font que les enseignants se mettent à discuter entre eux des cours. Peut-être qu'on s'orienterait là vers une approche programme telle qu'elle est
pratiquée, par exemple, chez nos collègues québécois, où finalement chaque enseignant partage avec ses collègues ses cours de manière à en discuter et en voir la pertinence dans un projet de formation globale des étudiants. Puis aussi, j'avais trouvé intéressant de voir que les choses changeaient un petit peu dans certains contextes où des enseignants qui n'avaient pas forcément l'habitude de collaborer avec leurs assistants, finalement se mettaient en place, mettaient en place des collaborations pour travailler ensemble et faire les choses. Finalement, les contraintes parfois permettent d'avancer dans l'innovation. Le troisième mot-clé, c'est pour moi accompagnement. C'est revenu vraiment dans vos présentations où j'ai l'impression qu'il y a un travail énorme qui a été fait par les cellules pédagogiques, justement, les cellules d'innovation pour accompagner cette crise et le travail qu'il fallait mettre en place. Et je pense que c'est vraiment important que cet accompagnement soit formalisé, pensé et effectivement penser peut-être maintenant sur le long terme. Comment est-ce qu'on met en place des structures qui accompagnent ces moments de crise qui pourraient nous revenir? J'ai vu aussi le mot-clé soutien institutionnel. Vous avez évoqué la question de la qualité des outils. Si l'institution ne permet pas d'avoir des outils qui sont pertinents, comment est-ce qu'on pourrait arriver à travailler correctement? Et soutien également du point de vue de la reconnaissance des activités qui sont conduites en ligne. Ça, j'ai trouvé que effectivement, c'était quelque chose qu'on voyait émerger. On commence maintenant à accepter. Ça fait 20 ans qu'on en parle, mais j'ai l'impression que dans certaines institutions, c'était un peu compliqué d'accepter qu'un enseignant qui enseigne en ligne enseignait. Oui, on peut reconnaître cette activité puisqu'on voit bien que de toute façon, en ce moment, il n'y a pas d'autre solution que cette façon de travailler. Il y a un avant-dernier mot-clé, ça serait le terme. J'ai un retour. Est-ce que quelqu'un a ouvert son micro et du coup j'ai un retour, j'ai du mal à parler. Le mot-clé serait soutien institutionnel. Pardon, sécurité. Je l'ai déjà dit, sécurité, parce que c'est quelque chose qui a été très peu évoqué, mais Rada l'a évoqué, c'est la question de la fuite des données. Finalement, toutes ces données que nos étudiants laissent sur les plateformes, Rada disait qu'elle utilisait Google pour son institution. Bon, est-ce qu'on est bien sûr que derrière, ces données seront utilisées à bon escient? Donc, on est un peu sensible à ces questions-là. Je pense qu'il y a des questions éthiques et de sécurité à penser également. Et puis, bon, les derniers mots-clés, ça serait innovation-changement. Vous avez tous évoqué ça. On est en plein dedans en ce moment. Il faut être inventif. Il faut passer du synchrone à l'asynchrone. Il faut trouver des nouvelles modalités d'examen. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions très précises dans le chat sur comment on fait nos examens. Mais par exemple, sur les examens, je me suis dit, mais rappelons-nous que dans les plateformes, il y a des traces. Et s'il y a des traces, ces traces permettent d'avoir finalement un modèle comportemental de l'étudiant, de modéliser l'étudiant d'un point de vue comportemental, donc savoir ce qu'il a fait. Et donc, si on sait ce qu'il a fait, peut-être qu'on peut avoir une petite idée de ce qu'il sait à partir de ces traces. Mais là, il y a aussi un travail à faire pour l'exploitation de ces traces. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça peut avoir des effets bénéfiques. Alors moi, je n'irai pas remercier le virus parce qu'il m'a bien perturbé ma vie. Je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, je dirais faisons d'un mal un bien et revenons sur les collègues qui proposaient de faire des retours d'expérience pour transformer ce mal en bien. Essayons justement d'avoir des retours d'expérience les plus précis possibles justement pour savoir effectivement comment seront nos prochaines réactions à de tels problèmes. Je sais qu'il y a des collègues qui ont commencé à mettre en place effectivement en France, au Québec, des études de manière à documenter un peu ceci. Et je pense que les sciences de l'éducation devraient réfléchir à ça et mettre en place des initiatives. Je pense que ça serait le rôle aussi de grandes institutions comme l'UNESCO. Il y aurait des choses à mettre en place à grande échelle pour documenter ce qui nous arrive là. Bien. La parole est merci beaucoup Eric. La parole est à toi, Gada. Merci beaucoup Lilia pour cette belle initiative. D'abord parce qu'il y a quelques collègues qui peut-être sont rentrés un peu en retard. J'aimerais bien partager ce que Lilia a dit au début, c'est que cette série de rencontres se fait dans le contexte des activités lancées par le réseau de Learning Labs entre Suisse, Tunisie, Liban et l'Égypte. Alors, nous sommes 4 collègues qui travaillons sur l'établissement de ces Learning Labs
dans nos universités respectives. Notre cher Bilal Saïd du Liban, il ne participe pas aujourd'hui, mais il va participer dans d'autres Let's Share. Alors, ça, c'est une première chose que j'aimais partager avec vous. Deuxième chose que, bon, excuse-moi Eric, parce que j'ai dû remercier Covid-19. Je sais que c'est un peu poussé, mais parce que vraiment, quand tu vois la frustration sur les années précédentes, tu vas dire qu'on devait avoir le Covid-19 pour ça. Alors, moi, pour moi, pour les perspectives futures, je pense que nous avons deux questions importantes à poser. Comment gérer la situation et faire de notre mieux à court terme, et tout ça devrait être non seulement géré correctement avec des examens ou bien des méthodes d'évaluation appropriées dans cette crise et tout ça. Il faut en sortir vraiment avec les moins de dégâts, mais il faut documenter cette expérience. Moi, j'invite tous les collègues qui aimeraient partager. Je pense que ici, je synthétise pas, je clôture pas seulement, mais je lance un appel pour vraiment sortir une publication au nom de Let's Learning Labs. Si vous êtes d'accord, mes chers collègues, je pense que ça va être pour l'histoire, tout ça. Ça va être un document riche avec les expériences que nous avons partagées aujourd'hui. Alors, à court terme, sortir avec le moins de dégâts et documenter cette expérience. À long terme, nous avons beaucoup à faire, c'est-à-dire il faut vraiment revoir nos pratiques d'enseignement, nos pratiques d'évaluation. Ça, c'est vraiment c'est vraiment très important. Une des technologies qui vont changer le monde maintenant, ce qu'on appelle le digital twin. Digital twin, c'est on a une copie identique de chaque personne, d'un objet. Alors moi, vraiment, je veux avoir le digital twin de mon processus d'apprentissage à l'université. Même, il faut sortir de cette expérience en disant que même si Rad Al-Khayat va dans son cours tous les jours en classe, il faut absolument que Rada ait de ressources disponibles à l'étudiant. Il faut que la collecte de devoirs se fait de façon institutionnelle. Il faut que toutes les notes se font sur une année avec vraiment des activités qui évaluent l'apprenant correctement. Et ici, moi, je vais toucher un bloc un peu institutionnel et réglementaire, parce que tous les règlements intérieurs ou la majorité des règlements intérieurs stipulent que, par exemple, je parle de la faculté de commerce, là où je travaille, nous avons 75% dans les filières de langue qui enseignent avec des langues étrangères, 75% pour la note finale et 25% pour un seul mode d'évaluation qui ne diffère pas de l'évaluation finale, c'est-à-dire un examen à table à 25% et 75% à un autre examen à table. Ça, moi, je trouve aberrant. Vraiment, je ne sais pas comment on évalue, quelles compétences on va évaluer comme ça. Et pour d'autres filières où l'enseignement se fait en arabe, on a 100% de la note sur un examen final. Moi, je trouve... je ne peux pas changer ça du jour au lendemain, mais on peut au moins avoir 50% travaux de session, 50% note finale, peut-être 50% juste pour l'examen à table. Je pense qu'il va falloir travailler sur ça. Alors, le droit à l'institution de dévoiler toute pratique d'enseignement, d'accéder à une plateforme d'enseignement à distance où ils peuvent surveiller, moi je commence par moi-même, Reda et ses pratiques, l'interaction dans mes cours et tout ça, je pense que c'est le droit à la haute direction de l'université. Moi, si je suis présidente d'une université, je ne vais pas aller voir vraiment chaque personne qu'est-ce qu'il enseigne dans son cours. Mais il faut que j'ai avec des chiffres, des indicateurs qui disent qu'il y a de l'enseignement centré sur l'apprenant, il y a de l'interaction, il y a du collaboratif. Moi, je n'ai aucun chiffre pour dire cela.
Et merci pour la technologie qui permet le traçage. Je pense qu'on peut faire ça très bien avec la technologie. Pour finir, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez évoqué. Et je pense en réponse à ce qui était évoqué, on pourra peut-être dans les prochaines rencontres Let's Share, on pourra parler des scénarios d'apprentissage dans la période post-crise. Et une chose aussi dont il faut parler, c'est l'évaluation. Et je pense, Lilia, quand moi j'ai fait une petite recherche maintenant, je trouvais des sites qui parlent des proctoring technologies ou les surveillances d'examen et tout ça. Moi, je pense que c'est une composante technologique qu'on pourra peut-être couvrir dans une prochaine rencontre Let's Share. Finalement, je ne vais pas citer de la belle façon que Lilia a fait tout à l'heure en présentant la définition d'un Learning Lab, mais je veux le dire vraiment de façon très synthétique. C'est l'endroit où on va toute notre vie mettre les pieds pour voir nos collègues et lancer des problèmes et parler des problèmes et lancer des réflexions sur nos pratiques pour améliorer nos pratiques d'apprentissage au sein de nos universités. Et pour mes chers collègues qui sont là à l'Université d'Alexandrie, d'ici un an, on va vous inviter. Bon, je pense que le Covid va partir. Là, je ne remercie pas Covid-19. Mais d'ici un an, au grand max, on va vous inviter pour l'inauguration de Learning Lab de l'Université d'Alexandrie. Je vous remercie infiniment et long live Learning Labs. Merci beaucoup, chers collègues, pour vos interventions. Merci beaucoup, chers collègues présents dans cette discussion et cette session, première session de l'activité Let's Share, et pour vos réflexions et vos partages de questions et de commentaires. Let's Share. Donc, partageons tout ce que nous avons comme réflexion et Inch'Allah, à la prochaine session. Voilà. À bientôt. Merci Lilia, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci Eric, au revoir. Au revoir. Salut Rada, bye bye. Au Ciao. revoir. Bye bye. Bye. Merci, au revoir. Rada, tu peux arrêter l'enregistrement si tu veux.